Donc, alors, Pierre Barthélémy, donc, je suis consultant dans l'agence Smile en termes de référencement naturel de Web Analytics, à l'agence digitale de Smile. Donc nos intervenants aujourd'hui, Eric, que vous avez déjà vu plusieurs fois aujourd'hui sur d'autres tables rondes, sur Airbase Change, pour WordPress, Amaury Balmer, Raphaël T pour Centurion, et Nathalie Couture donc pour représentante de SPIP. Donc on va parler d'un sujet qui est assez large, le SEO. Aujourd'hui, est-ce que les CMS sont une base technique qui permet d'être différenciantes chacune? Aujourd'hui, il faut essayer de se différencier sur les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche ont des milliers de résultats. Il faut faire la différence parmi eux pour trouver ce qui a le plus de qualité pour les internautes. Et s'assurer surtout que les moteurs de recherche puissent nous indexer de façon correcte et efficace sur les moteurs de recherche. Donc c'est à ce niveau-là que les CMS vont nous aider. Surtout aujourd'hui, vous avez pu remarquer que Google, principalement, donne des recommandations de plus en plus nombreuses et de plus en plus efficaces pour trier le spam et toute la mauvaise qualité dans les résultats de recherche. On a pu avoir plusieurs nouveaux algorithmes qui ont été mis à jour depuis l'année dernière. Donc on peut citer Panda et Penguin, qui sont devenus assez connus. Donc c'est proposé, mais c'est plutôt imposé au webmaster. Ça permet a priori de faire le ménage dans les résultats de recherche. Donc toutes ces nouvelles recommandations doivent être prises en compte aujourd'hui par les CMS. Surtout qu'aujourd'hui, quand vous faites une recherche, vous avez tout type de contenus qui sont remontés dans les résultats de recherche. Ici, je parle de SERP, donc c'est les résultats de recherche. Tout ça pour essayer de retrouver une audience qualifiée. Donc on peut citer la recherche d'images, la recherche de vidéos, et aujourd'hui, tout type de contenus qui peuvent être remontés par des micro-formats. Donc vos fiches produits, les recettes, il y a tout type de formats qui peuvent remonter de façon dynamique dans les résultats de recherche. Je n'ai pas mis de slide à ce sujet, mais il y a aussi un gros point qui est de plus en plus fort sur Google, c'est la recherche sociale. Avec son réseau social Google+, aujourd'hui Google met en place toute une recherche complémentaire par vos contacts sur les réseaux sociaux. Donc en quoi aujourd'hui mon CMS peut être différenciant pour ma base technique, pour une bonne indexation. Moi, je suis parti de deux constats. Est-ce que mon CMS il est référençable, il est indexable au mieux, donc c'est-à-dire que le CMS respecte toutes les guidelines, ou en tout cas la plupart des outils de recherche. Mais est-ce qu'il y a des limites derrière pour technique ou de mise en place graphique? Est-ce que ça existe? Ou alors un site web qui a optimisé à minima, mais derrière on est obligé de rajouter des modules complémentaires pour pouvoir optimiser son référencement naturel. Alors je parle de quelques bonnes pratiques qui sont liées à ça. Aujourd'hui, les moteurs de recherche ont besoin d'une qualité de visite importante. Ils vont tester votre site internet pour être sûr que la qualité de visite pour vos internautes soit la meilleure possible. Je peux citer aujourd'hui le page speed de Google, mais c'est un point important pour tous les moteurs de recherche. On a besoin d'accéder rapidement à votre contenu et de façon qualitative. Certaines balises sont indispensables, vous les connaissez pour certaines. Les balises méta, que ce soit le title, la description, ce genre de choses. La sémantique, balise H1, H2, les images, les liens, tous vos contenus classiques. Mais aussi aujourd'hui, des nouvelles balises qui doivent être prises en compte, c'est les micro-formats, l'open graph pour les réseaux sociaux. Toutes ces nouvelles balises qui peuvent être prises en compte par les SMS ou pas, mais qui sont importantes pour personnaliser vos résultats de recherche. Bien sûr, sur les SMS, il y a des modules ou nativement qui utilisent les URL. Donc il y a des points qui sont importants pour qu'elles soient personnalisables par l'utilisateur, en tout cas optimisées pour le référencement naturel. Mais aussi pour toutes ces URL ou le contenu, le référencement international qui peut être un point assez bloquant ou important en tout cas pour certaines problématiques, qui doivent être aussi prises en compte par la base technique. Les redirections 301, c'est un terme technique pour expliquer en fait, au moteur de recherche que votre contenu n'est plus à un endroit mais à un autre, et pour ne pas perdre votre positionnement sur les moteurs de recherche. Et ensuite, il y a des choses annexes qui doivent être suivies par les moteurs de recherche pour éviter les duplicate content, donc le contenu dupliqué sur les moteurs de recherche par Google par exemple. Donc la gestion de la page 404, des moteurs de recherche, des formulaires, toutes ces choses-là qui sont une base aussi technique importante. Tout en gardant en tête que le contenu reste roi pour les outils de recherche, la qualité de visite doit être importante pour les internautes. On n'optimise pas un site pour les robots, on n'optimise pas un site pour les Google, même si on doit le garder en tête, on l'optimise pour les internautes. Tout ce que garde en tête Google, c'est je dois avoir un contenu qui est de qualité pour les internautes, je veux donner un résultat de recherche qui répond à la problématique de l'internaute. Donc on travaille le contenu, on travaille
sa stratégie de SEO, mais on travaille pour l'internaute en premier. J'ai parlé un petit peu du partage vers les réseaux sociaux, puisque c'est important aujourd'hui de partager le contenu pour le populariser, surtout que c'est pris en compte par les moteurs de recherche aujourd'hui. Tous ces partages sociaux sont pris en compte, plus ou moins fortement, très fortement du côté de Google avec Google+. Ça devient un point important. Donc il y a la popularisation et l'autorité de votre site qui doit aussi peut-être être favorisée par une base technique fiable par le CMS. Donc je vais laisser la parole aux intervenants qui vont nous présenter un petit peu leur vision du SEO et de leur solution. Je ne sais pas qui veut commencer. Nathalie ? Bonjour. Donc, ce que je souhaitais dire dans un premier temps, c'est qu'avec Spip, on peut produire un site de qualité qui va être naturellement, correctement référencé dans Google, quand on dit dans un milieu, enfin un contexte normalement concurrentiel, j'entends. Enfin, donc, depuis déjà plusieurs années, Spip est livré avec des squelettes types et un moteur qui propose par exemple un sitemap.xml, un robot.txt, une gestion des pages d'erreur 404, une bonne gestion des performances avec un système de mise en cache et la compression des scripts et des CSS. En ce qui concerne la page en elle-même, on a un balisage sémantique qui est assez facile à mettre en œuvre, qui est prévu dans les squelettes par défaut. Le contenu qui est rajouté par les utilisateurs peut être facilement enrichi grâce à la barre typographique avec des balises de type H1, H2, H3, enfin, qui vont être bien prises en compte au niveau du code. Les images rajoutées permettent de donner des titres, des descriptifs. On a une gestion très fine des liens, à la fois au niveau des encres, des titles et de références de liens qui vont... Pardon. Plus près ? Comme ça va ? Oui, c'est vrai que c'est mieux. On va pouvoir donc gérer très finement les encres des liens, les titles et les références des liens qui, même s'ils bougent par la suite dans le site ou même si on migre, comme on donne juste une référence, on limite le risque de lien mort par la suite. Donc toute la structure des pages et du site fait que les sites sont tout de suite bien crawlés et indexés par Google. Et dernièrement, dans la version 3 qui vient de sortir au mois de juin, on a rajouté des fonctionnalités très intéressantes au niveau de la gestion des URL que l'on peut maintenant réécrire manuellement pour pouvoir inclure par exemple des mots-clés ou simplement corriger la phrase. Parfois, dans les réécritures automatiques, on a des phrases qui sont coupées à des endroits inopportuns, donc on peut maintenant gérer ça très finement. Et les anciennes URL sont correctement redirigées en redirection 301 sur la nouvelle. On intègre les URL canoniques. Tout ça, ça permet d'éviter ce qu'on appelle le duplicate content de type Dust, c'est-à-dire que Google indexe plusieurs fois les mêmes pages avec des URL différentes et donc ensuite pénalise le site. On gère également les URL canoniques qui permettent de déclarer à Google la bonne URL à prendre en compte dans les résultats. Si on souhaite aller au-delà de ces optimisations, on a la possibilité d'installer des plugins complémentaires pour surcharger, par exemple, la balise title ou les méta, qui sont normalement déjà bien renseignés automatiquement par Spip, par le titre de la page et puis un descriptif. Mais si on veut avoir un title différent d'un H1 pour optimiser, c'est-à-dire placer des mots-clés ou des phrases différentes dans ces deux éléments, on a la possibilité, via des plugins, d'avoir une optimisation supplémentaire. Néanmoins, tout ça, ça reste des outils et c'est tributaire de la façon dont on travaille, c'est-à-dire à la fois la qualité du contenu et puis la qualité de l'intégration. C'est-à-dire que si on respecte un certain nombre de bonnes pratiques en termes de code en intégrant, on va avoir un site qui fonctionne bien. Il ne faut pas intégrer n'importe comment ou casser des automatismes prévus par Spip au départ au moment de l'intégration. Et après,
il y a un vrai travail de référencement en termes de choix de mots-clés et d'écriture de contenu, de pertinence, pour que le référencement soit performant derrière. Donc voilà, ça reste un outil, mais tout est possible avec Spip, en tout cas, pour avoir un site bien positionné, à mon avis. Ok, merci Nathalie. Sur Spip, donc on va passer peut-être sur WordPress avec Amaury. Oui, donc WordPress, donc c'est un CMS qui a comme faculté nativement d'embarquer beaucoup de recommandations concernant le référencement naturel. Il y a beaucoup de responsables chez Google qui disaient tiens, WordPress, c'est un des outils qui intègre le plus de nos recommandations, encore une fois, sur le référencement naturel. J'aimerais juste revenir sur 2-3 points. Effectivement, Google attache beaucoup d'importance aux performances, mais pour le coup, c'est vraiment intrinsèque et c'est vraiment indépendant des CMS proposés. Il attache une attention particulière pour tout ce qui est la structure HTML. Il faut que, quel que soit le nombre d'optimisations que vous mettez en place sur les titres, etc., si la structure HTML de votre contenu est mal agencée, il y aura un mauvais référencement. Donc c'est le balisage sémantique dans le HTML qui importe. Ensuite, WordPress, c'est un CMS extrêmement populaire qui propose nativement des fonctionnalités pour le référencement naturel. On retrouve l'hyperlien, donc la réécriture d'URL. On peut choisir pour chaque article le format d'URL souhaité. Il y a effectivement le canonical URL, donc le fait de pouvoir décider un article peut être visible depuis différentes pages. Quelle est la page que les moteurs de recherche doivent indexer? Quelque chose un peu plus hérité du monde des blogs, mais WordPress est capable de faire ce qu'on appelle du pingback et du trackback. Quand je mets un lien dans mon contenu, WordPress va essayer de pinguer le site en question. Donc, si on a la chance que ce soit un WordPress, ça va apparaître en fait en bas des articles. Ça veut dire que quand je parle d'un sujet, par exemple de Le Monde, je vais avoir mon site va venir pinguer Le Monde et avec un peu de chance, Le Monde va faire apparaître en bas de son article la petite référence comme quoi cet article a parlé de mon propre article. Donc ce sont des moyens de créer un tissage entre les sites facilement et tout ça de façon complètement induite, complètement automatisée. Donc ça c'est encore natif. Ensuite, WordPress a la particularité de générer une longue traîne importante, j'allais dire, à la sortie de la boîte. Les articles et les contenus que vous allez disposer au sein de votre CMS sont accessibles via différentes vues. Les archives mensuelles, annuelles, etc., les catégories, les mots-clés, tout est taxonomie, ce qui fait que finalement, les articles sont référencés sur de très nombreuses pages et ça génère une longue traîne conséquente. Donc ça, c'est finalement ce que propose nativement WordPress. Il est possible, via des extensions, d'améliorer le rendu et les capacités de SEO en pouvant choisir les titres, les métadonnées de description, les mots-clés, etc. Il y a des extensions qui sont très intuitives où finalement ça représente la vue Google, où on voit précisément le titre comme il s'afficherait dans Google, la description comme elle s'afficherait dans Google, ce qui permet à un contributeur qui ne connaît pas très bien le monde du référencement de bien voir ce qui va s'afficher au sein des moteurs de recherche. Donc ça, c'est proposé sous forme d'extension et effectivement, on retrouve des fonctionnalités classiques de type sitemap, savoir indexer toutes les pages présentes dans mon site, donc éviter au moteur de recherche de parcourir le site et lui fournir la liste des contenus. Donc toutes ces fonctionnalités, j'en oublie une dernière qui est l'aspect social. Il existe également des extensions pour venir insérer les métadonnées en provenance de Google pour faciliter le partage au sein de ces réseaux sociaux qui génèrent une part du trafic de plus en plus conséquente. Donc toutes ces fonctionnalités, elles sont natives ou via des plugins disponibles au sein du CMS WordPress et au sein d'autres CMS. Et on est sur vraiment l'ensemble, disons, des prérequis de base sur le référencement naturel. Et tout ça existe au sein de WordPress. Il y a vraiment très peu de contraintes liées à ce CMS sur le référencement naturel. Oui, merci. Effectivement, WordPress est reconnu pour ça. Qui n'a pas pensé de mettre un blog WordPress couplé à son site d'entreprise?
Et la communauté est importante aussi autour de WordPress pour développer c'est vraiment toutes ces extensions. un usage sur les anciennes versions des sites e-commerce. Généralement, on avait des URL horribles, hein, plus de 500, enfin vraiment des choses très peu optimisées. Et la bonne pratique, ça consistait souvent à venir installer un blog à côté sur un sous-domaine ou ce même domaine et de venir produire du contenu de qualité, parce que c'est ce qu'attend Google, et ça générait un trafic conséquent pour l'e-commerce. Donc ça, c'est vraiment une pratique qui était très longtemps utilisée avec du WordPress. Je voudrais rajouter une chose. Aussi, comme WordPress était le premier à faire en place toutes ces bonnes pratiques, c'est aussi devenu, vis-à-vis de Google, la référence. Et quand Google cherche du contenu éditorial, je ne le dis pas comme ça, mais je le dis sous-entendu, il cherche une structure à la WordPress, c'est-à-dire quali WordPress. Et on sent bien que quand on fait un WordPress, voilà, le même contenu égal à ISO et contenu, on voit que tout de suite il y a une puissance, parce que c'est vraiment la qualité, et c'est un ensemble de choses, un peu comme une recette. Même si on prend tous les ingrédients, il y a une manière de le faire, et on le sent vraiment dans ce genre de blog. Eric, sur la vue du RBS. Ouais, bonjour. Rapidement pour situer RBS Change, c'est un CMS qui a une particularité, c'est d'embarquer une grosse brique e-commerce. Beaucoup de sites aujourd'hui sont réalisés pour faire de l'e-commerce et ça entraîne en fait une très forte pression sur le SEO puisque c'est un élément concurrentiel pour un marchand. Ce qui fait qu'on a eu une approche qui a été d'emblée d'intégrer en fait les bonnes pratiques à la base dans la structuration même de la solution. Donc je ne vais pas reciter toutes les techniques qui ont été citées là, mais toutes celles-là sont embarquées, puisqu'il est plus efficace en fait d'avoir un contenu correctement optimisé dès le départ que de passer du temps derrière à réoptimiser un contenu qui aurait été mal formaté, mal enrichi, mal généré. Ça, c'est le principe de base. Donc, on a appliqué nativement toutes les pratiques nécessaires. Il n'y a pas de plugin supplémentaire dans RBS Change par rapport au SEO. Et on va, quelque part, donner des outils aux différents contributeurs. On va donner accès à un module spécifique pour les personnes en charge du référencement du site, dans l'optimisation du référencement naturel, qui vont leur permettre effectivement de générer correctement, de mettre des règles de génération, des URL réécrites, des règles de génération des métas, des règles de génération du plan du site, du sitemap, du transfert de référencement quand c'est une migration et ainsi de suite. Donc c'est une interface de travail présente pour les spécialistes, on va dire. Et ensuite, on va faire en sorte que le travail de chaque rédacteur dans le site, qu'il rédige une fiche produit, qu'il rédige un article, qu'il rédige un billet de blog, une news et ainsi de suite, soit à la base déjà correctement enrichi, correctement formaté, en suivant effectivement ces bonnes pratiques. Avec sous-entendu effectivement derrière tout ce qui est nécessaire pour avoir un contenu qui s'affiche rapidement, avec une gestion de cache qui fait que tout contenu, qu'il soit personnalisé à l'internaute ou non, va être rapide à afficher. D'ailleurs, on parle de e-commerce. Est-ce qu'aujourd'hui, RBS Change travaille sur tout ce qui est micro-format? C'est demandé de plus en plus par les clients, pouvoir afficher et personnaliser ces résultats de recherche. Pour ceux qui ne connaissent pas les micro-formats, c'est ce que vous pouvez voir par exemple quand vous cherchez une recette, par exemple. Vous avez les étoiles qui apparaissent pour les produits, le prix, la catégorie. Il y a des choses un peu plus personnalisées qui remontent dans les résultats de recherche. Donc c'est intéressant de savoir si aujourd'hui les CMS prennent en compte ces nouveaux formats. Exactement. C'est une tendance logique du web, l'arrivée des micro-formats. Quand on parle de web sémantique, c'est exactement ça. L'idée, c'est que tout contenu qui va être généré va donner lieu à l'application d'un micro-format. Quand j'affiche un prix, Google va savoir que c'est le prix d'un produit, va voir les recommandations, va savoir que c'est un avis d'internaute par exemple, va voir la description et ainsi de suite, ce qui va permettre de proposer dans le résultat de recherche un snippet un peu différent qui va mettre en avant ce type de contenu. C'est une tendance de fond qui ne s'applique d'ailleurs pas qu'à l'e-commerce, pas qu'à un catalogue produit, mais qui va s'appliquer à tout type de contenu qui va être généré, de sorte que un moteur de recherche va peut-être indexer une partie du contenu de votre page et ressortir une partie du contenu de la page, ce qui en termes conceptuels amène à des réflexions assez intéressantes sur qu'est-ce que je vais proposer à mes internautes, comment les internautes vont voir mon site. Mais c'est fondamental, et c'est d'autant plus fondamental dans l'aspect e-commerce qu'une grosse bataille se joue dans le référencement naturel
par rapport à la fréquentation du site des marchands, puisque c'est une bataille qui permet, quand c'est bien mené, d'avoir à peu de frais un trafic qualifié en opposition aux achats d'AdWords, aux achats de mots-clés, où là, ça demande énormément de moyens, surtout dans des produits très concurrentiels. C'est une bonne transition pour Raphaël, puisque lui, il a une vision un peu plus contenu que technique. Bonjour. Ceinturion, c'est une solution beaucoup plus bas niveau, où on est plus au niveau du framework. On est intermédiaire entre un CMS, on va dire, fini et un framework. Donc on est moins dans la feature et dans la capacité A ou dans le module ou le fait que ce soit natif ou pas. Nous, on s'attache à faire en sorte d'essayer d'avoir une approche différente du référencement naturel, à savoir, par exemple, vous avez on va prendre l'exemple d'un projet, vous avez un catalogue produit de jeux vidéo pour Namco, et puis vous avez une communauté à côté de forums qui s'échangent des astuces dans un jeu pour dire, voilà. Alors, de manière logique, ce sont deux contenus, ce sont deux pages, et si on les rejoint, et si on les rassemble, et si on met justement ce nouveau contenu frais qui est la communauté sur une vieille page jeu, qui est une fiche jeu que tous les autres sites de jeux vidéo ont, même si on fait tout nickel le SEO, on passera toujours derrière les sites jeux. En revanche, on a une communauté avec un contenu exclusif, puisqu'il n'est pas sur un autre, puisque c'est des tips, c'est des choses qui sont propres à cette communauté-là. On va l'assembler avec la fiche produit, on va relier, et là, d'un coup, on va commencer à remonter. Donc là, on est plutôt sur une logique de longue traîne, parce que de toute manière, sur les gros, par exemple, je prends l'exemple du jeu vidéo, une sortie à chaque fois, c'est les 10 plus gros sites de jeux vidéo, l'éditeur passe toujours derrière, quel que soit l'éditeur. Donc on passera toujours derrière. Ça fait 15 ans qu'il y a des jeux vidéo. Alors comment faire ? Comment faire pour faire du SEO un peu mieux ? Alors on fait tout ce qui a été dit, on va le faire de manière un peu sur mesure, donc c'est plus compliqué, c'est plus long, et ça aussi l'inconvénient, le gros inconvénient, c'est que c'est à vous ensuite après de maintenir la roadmap de ce que les exigences de Google. Alors qu'à la différence de ce qui vient d'être dit derrière, c'est que vous avez les éditeurs de logiciels qui vont vous faire, ce travail de rester derrière Google, et Google avance vite. Donc voilà, nous on a plus cette approche d'essayer de mixer des contenus et de fabriquer des règles SEO pour dire, en fonction du client, de son contenu, on va essayer de faire des pages et des chemins et des parcours moteurs dédiés. Voilà. Merci. Donc moi, mon avis sur le référencement, puisque j'en fais beaucoup chez Smile, c'est que finalement la solution technique, moi, m'intéresse assez peu, puisque derrière je vais donner des recommandations pour améliorer le tout, mais c'est le contenu qui est roi. Aujourd'hui, est-ce que dans vos solutions, des outils existent pour accompagner le contenu, c'est-à-dire tout ce qui est balisage sémantique, on l'a vu, mais est-ce que sur vos solutions de back-office, pour accompagner finalement le contributeur, pour bien optimiser en termes de référencement naturel, je pense bien sûr on a les balises à optimiser. Comment aujourd'hui vos solutions permettent de proposer ça aux contributeurs de façon facile, parce qu'il y a beaucoup de contributeurs qui ne sont pas des techniques, voilà, comment leur expliquer, comment leur mettre en avant sur votre back-office pour mettre ça en avant. Peut-être Nathalie avec SPI pour commencer. Oui. En fait, le back-office propose les outils assez simplement. Par exemple, on a une barre d'outils qui est sommaire. Enfin, je sais que la question du WYSIWYG se pose souvent, et chez SPIP, on est plutôt favorable à une solution qui préserve une charte graphique et qui fait qu'on sélectionne un niveau de sous-titres, du coup c'est bien balisé et ça répond à une feuille de style. Ça, si. Et par exemple, pour l'intégration des images, vous avez des champs, titres d'images, descriptifs, etc. La solution propose des champs à renseigner. Après, l'utilisateur les renseigne ou pas. Enfin, moi, quand je crée des sites, je forme les utilisateurs, et il y a un gros travail pédagogique d'accompagnement pour expliquer aux gens l'importance du nom de fichier image avant de l'intégrer, l'importance de donner un titre et l'importance de donner un descriptif et d'avoir un contenu pertinent dedans. Et c'est beaucoup de pédagogie, d'accompagnement. Après, c'est vrai que la solution permet de mettre en œuvre ces éléments. Après, il faut de la formation utilisateur pour que ce soit bien utilisé, sauf si c'est utilisé par des experts. Mais après, ça peut être laissé vide malgré tout. Voilà. D'accord, donc c'est des outils nativement
présents. Oui, quand on joint une image, on a un champ titre, on a un champ descriptif. Ils sont là. Voilà, pour autant, c'est la personne qui intègre le contenu qui choisit ou pas de renseigner. Mais par contre, c'est flagrant. Enfin, on n'a rien à activer pour avoir ces éléments-là. Mais voilà, d'expérience, je vois avec mes clients le nombre de fois où ils négligent malgré tous ces champs. C'est dommage, mais c'est un investissement et une rigueur de bien renseigner chaque champ quand on intègre du contenu, de bien faire ressortir une structure, mettre des sous-titres, utiliser les listes, utiliser les balises. Le fait de simplement mettre en gras, ça transforme, ça fait du strong, ça donne plus de sens, pour autant que ce soit fait. Mais voilà. Ça reste un accompagnement qu'on est censé faire, en tout cas en agence pour nos autres clients. Moi, j'avais une question d'ailleurs par rapport à WordPress. On a tous ces éléments en référencement naturel qui sont nativement déjà inclus dans WordPress. Mais est-ce qu'il y a prévu des intégrations de modules qui aujourd'hui sont très populaires, qui sont peut-être prévus dans la roadmap de WordPress pour être intégrés nativement ensuite Alors effectivement, il y a beaucoup de ressources WordPress sur le référencement. Il y a beaucoup de plugins tiers. C'est vrai que WordPress a quand même comme objectif de rester un logiciel plutôt léger et de laisser à la communauté le soin de faire les extensions. Par exemple, le référencement, c'est une problématique pour les sites qui cherchent du trafic, mais WordPress, ça peut être utilisé dans des cadres d'intranet, de sites privés. Et le concept des développeurs, c'est pourquoi charger des fonctionnalités de référencement pour des personnes qui n'en ont pas besoin. Donc c'est une fonctionnalité qui ne sera, à mon avis, pas à terme intégrée dans le cœur du CMS. Je voudrais réagir, tout à l'heure on parlait de contenu chaud et effectivement des contenus froids. Généralement, effectivement, sur les sites, on a beaucoup de pages qui sont vraiment statiques, peu mises à jour. Et effectivement, on ne voit pas s'il est possible de relier des contenus chauds à des contenus froids. Donc finalement, créer des liens entre les contenus, ce qui permet de créer de la navigation, de laisser donner la possibilité aux visiteurs de rebondir et d'aller voir finalement des fiches qui ne ressortiront jamais dans les moteurs de recherche parce qu'elles datent de 3-4 ans. Donc grâce à des actualités, grâce à d'autres contenus, on peut faire de la relation. Donc ça, c'est quelque chose que WordPress sait faire avec des liens entre les différents types de contenus. Et ensuite, j'aimerais aussi préciser qu'il existe des outils. En fait, le référencement, c'est pas uniquement tout ce qu'on a évoqué, c'est beaucoup de choses qu'on met en place à la création du site. Il y a aussi des outils pour finalement suivre un peu les évolutions et voir si le site se comporte bien en termes de référencement. Je pense à deux choses en particulier. Le fait qu'il existe des plugins pour vérifier que les contenus saisis par vos contributeurs, on va pouvoir scanner ces contenus et vérifier qu'il n'y a pas de lien cassé. Il faut savoir qu'un site qui possède de nombreux liens cassés sera pénalisé. Et puis, il existe un autre fléau au sein de la vie d'un site, c'est toutes ces erreurs 404 des contenus qu'on vient déplacer. Et donc, il est possible, encore une fois, via des extensions de la communauté, de monitorer et de savoir que j'ai des erreurs 404 et facilement, depuis le back-office, je peux savoir c'est quoi les URL qui partent en 404, d'où est-ce que viennent les personnes, et créer une redirection vers un contenu existant du site, soit parce que le contenu a été supprimé, soit parce qu'il a été l'URL a changé. Donc tout ça, c'est des outils de suivi du référencement. C'est pas uniquement la mise en place. Donc tout ça, c'est des solutions qui existent à travers la communauté, encore une fois. D'ailleurs, il y a Nathalie qui avait quelque chose à dire. Je voudrais revenir sur ce que j'ai dit au début sur le titre et le descriptif des images. C'est livré par défaut dans SPIP, mais ce n'est pas important que pour le référencement. C'est aussi important en termes de qualité et de standard pour l'accessibilité. Donc pour nous, ce n'est pas une option accessoire. Et c'est vrai que ça sert effectivement au référencement, mais aussi à d'autres choses. Et c'est important d'éduquer les rédacteurs à préciser et à documenter les documents joints d'une façon générale. Pour rebondir sur chaud-froid, il y a aussi les comments qui ont été un énorme... Je ne sais pas si tu voulais parler de ça. Et donc les comments, dans WordPress, ça revient à ce que je disais sur une communauté et une fiche. Voilà, WordPress, il fait encore mieux. Il met la communauté et la fiche, le contenu, on va dire, brut, sur la même page. Et donc, plus j'ai de comments, plus ça se rafraîchit, plus c'est nouveau, plus j'ai des liens aussi, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ça fait partie de la petite magie WordPress aussi.
qui a été longtemps suivi, c'est de pouvoir justement mêler le chaud et le froid en même temps. Après, on ne peut pas par exemple, la plupart des gros sites d'entreprise, surtout pas de comment, no way. Donc on va faire une communauté à part, voilà, donc on va fabriquer son contenu d'un côté, un silo, ensuite après on va faire sa communauté dans un autre silo. Et là, c'est le début de la mauvaise pratique, les silos de chaud et froid. Et donc plus le CMS va prendre votre contenu et votre communauté et les remettre ensemble, rapprocher ces deux silos, et plus vous irez vers le côté magique de WordPress qui fait ça parfaitement. Voilà. D'ailleurs, on vient de parler sur WordPress, donc des URL, du changement de place de certains contenus. Je ne sais pas si RBS fait déjà ça nativement pour justement accompagner les contributeurs sur voilà, on a changé une URL, est-ce qu'il y a une redirection 301 qui est mise en place, qu'est-ce qui se passe quand un contenu effectivement, c'est une pratique déjà où on donne un outil pour déjà accompagner une migration d'un site quand on passe d'une ancienne version avec une nouvelle version avec un site qui n'avait par exemple pas de réécriture d'URL avec un site qui en a une. Donc ça c'est effectivement un outil qui est mis à disposition et qui permet de créer cette relation-là. Effectivement, tout changement d'URL, tout déplacement de contenu, tout déplacement de page va faire l'objet d'une redirection automatiquement générée. À ce niveau-là, on ne va rien demander comme travail à un rédacteur ou un administrateur, on va le faire tout seul. Parce qu'effectivement, on se rend compte avec la pratique que beaucoup de pédagogie est nécessaire si on veut faire un contenu de qualité. Je ne parle pas du fond de ce qui est écrit, mais vraiment de la façon dont ce contenu est intégré, où on rejoint effectivement les bonnes pratiques globales qui vont au-delà du référencement, mais aussi de l'accessibilité. Et tout ce qui est optionnel quand on crée un contenu, de toute façon, n'est jamais utilisé, n'est jamais mis en place. On a beau mettre à disposition une balise alt pour une image, c'est jamais fait. Donc on a fait en sorte que tout ce qu'on est capable d'automatiser le soit. Donc on a effectivement restreint des choses. Quand je fais de la mise en forme de texte, je n'ai pas la liberté de choisir, par exemple, la couleur, la taille et la police de caractère. Je vais utiliser une feuille de style en relation plus avec la charte graphique. Et cette feuille de style, quand je vais l'appliquer, fera automatiquement un enrichissement sémantique. Donc quand je vais appliquer un style de titre, non seulement ce sera visible comme un titre, mais ce sera aussi un H1, un H2, un H3 et ainsi de suite. De sorte que le travail naturel du rédacteur va faire en sorte que naturellement le contenu sera enrichi sémantiquement. Et tout ce qu'il n'aura pas fait de lui-même, comme mettre une balise alt renseigner correctement une balise alt sur une image, ou même dans le contexte de l'accessibilité, correctement légender ses tableaux, mettre ses résumés, ainsi de suite, cela on ne pourra pas le générer à sa place. Ce sera malgré tout quelque chose qu'un outil ne pourra jamais faire. Et c'est là où la pédagogie est importante. Mais même sans aller jusqu'à ça, si on applique déjà les bonnes pratiques à la base, on a un contenu référencé de qualité. Et l'étape supplémentaire, c'est au-delà du rédacteur, du contributeur, c'est de se baser sur le contenu que vont générer les internautes. Avec un billet de blog sur les commentaires, c'est le même principe qu'on va retrouver sur une fiche produit ou qu'on peut mettre à disposition sur n'importe quel type de contenu. Et là, effectivement, c'est très efficace en termes de référencement, puisque la page mise à jour par des commentaires va remonter aussi assez naturellement, parce que vivante, parce que chaude, au niveau des moteurs de recherche. C'est vraiment ça. Il y a toutes sortes de balises techniques à faire, et ensuite après il y a vraiment chaud. Dites-vous vraiment que l'aspect chaud de votre page, plus elle est chaude, plus elle restera chaude, et plus elle sera intéressante pour vous. Et donc toutes les bonnes astuces pour la laisser chaude, vous aurez de la performance, dans Google. Merci à vous. On va peut-être passer aux questions si le public a des questions spécifiques en SEO et puis pour vos solutions. Même s'il faut garder en tête donc, tout ce travail technique en amont doit être précédé d'une vraie stratégie de référencement naturel. Il faut travailler votre contenu avant, il faut préparer tous vos contenus pour que ce soit aussi ça qui vive et qui fasse que vous soyez bien positionné. Puisque là, on parle aussi d'indexation en priorité, mais ensuite, après, il faut aller chercher les bonnes places sur les moteurs de recherche. Il est toujours question de Google pour des raisons évidentes de part de marché du moteur. Néanmoins, il en reste encore quelques autres qui sont parfois aussi utilisés. Comment vous positionnez par rapport à soit des Safari ou autres moteurs de recherche? Donc les moteurs de recherche, il y a Google principalement, mais il y a aussi Bing, il y a aussi Yahoo. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce qui est le référencement naturel, ces moteurs de recherche se calent quasiment
sur la même chose que Google. C'est vraiment le standard. De toute façon, les personnes qui font du référencement naturel vont chercher à optimiser pour Google, parce qu'en France, en termes de part de marché, c'est assez incroyable. Et donc finalement, il y a relativement peu d'intérêt à faire des choses spécifiques pour les autres moteurs de recherche. Généralement, chez Yahoo et chez Bing, ils respectent les mêmes standards. Donc on a du sitemap, on a du robot, on a effectivement les micro-formats qui sont également supportés. Mais tout ça est standardisé, donc finalement il y a relativement peu de différences, en tout cas chez WordPress. Pour le reste. Google a une longueur d'avance tellement énorme qu'en fait ils sont obligés de suivre. Et l'innovation, par exemple, c'est Panda et Penguin. Et voilà, ça c'est l'innovation. Il faut que les CMS s'adaptent Alors pour le coup, les bons CMS n'ont pas eu besoin de s'adapter à Panda, parce que Panda c'était pour plutôt dire les gens qui faisaient du mauvais contenu. Donc si on fait du bon contenu, on n'a pas besoin de s'aligner. Mais encore une fois, c'est Google qui innove là-dedans. Bing, on n'a pas connu une release de Bing de l'ampleur de Panda. Il faut bien différencier deux choses. C'est que Google a un algorithme qui va lui permettre de trouver le contenu le plus pertinent pour une recherche à l'internaute. Ça, c'est, on va dire, sa recette à lui pour créer son trafic. On va le décorréler après de toutes les bonnes pratiques en termes de structuration du contenu. Parce que quelque part, Google n'invente pas la façon de structurer un contenu. On rejoint ici les bonnes pratiques en fait, du W3C, qui sont en lien aussi avec l'accessibilité, de façon à enrichir sémantiquement son contenu. Donc si on respecte ça, on va être correctement indexable par les moteurs de recherche. Et après, c'est le fond, la qualité du contenu qui va faire en sorte que vous serez bien positionné ou pas dans les moteurs de recherche. Et c'est pour ça que quand on imagine un site, quand on conçoit un site, il ne faut pas oublier que d'abord c'est un outil de communication et qu'on va d'abord s'intéresser aux cibles qu'on veut toucher, aux messages qu'on veut faire passer, aux objectifs qu'on va avoir pour générer et pour faire créer le bon contenu pour toucher ces cibles-là. Tout le reste, quelque part, va venir assez naturellement derrière. Mais si on n'a pas les bons messages pour les bonnes cibles, ça ne sert à rien de mettre en œuvre un très bon CMS parce qu'il ne va pas vous aider plus que ça. Il n'y a pas d'astuce particulière. L'astuce première, c'est d'avoir le bon contenu pour vos cibles. Bonjour, merci. Quand on parle de structure de contenu, on parle aujourd'hui d'HTML5 par exemple, et on parle de l'impact du HTML5 dans les stratégies de référencement. Qu'est-ce que vous prévoyez dans les CMS au niveau de la restructuration du codage des CMS pour impacter justement sur du HTML5 ou pour ressortir du HTML5 à la volée? On voit ça notamment pas mal dans les modules ou voilà, tout simplement dans des modules qui ne sont pas du tout codés pour structurer sur le forward, le futur du SEO et l'intégration du HTML5. Effectivement, on rejoint simplement la question du web sémantique. L'HTML5 va apporter du balisage pour enrichir ça. Quand on parle de micro-format, on est dans l'HTML5. Donc au-delà d'un simple changement de doctype dans une page, c'est que si vous avez un contenu structuré dans votre CMS, vous allez pouvoir y appliquer un micro-format, un bon balisage. Et on revient sur le fait de proposer un contenu correctement qualifié, correctement typé pour les moteurs de recherche qui vont donc l'indexer comme étant, comme l'exemple que j'avais donné tout à l'heure, un numéro, et pas qu'un numéro, c'est un prix pour un article. Un commentaire est reconnu comme un commentaire généré par un internaute, et ainsi de suite, un avis, et ainsi de suite. Donc quelque part, les CMS y arrivent plus ou moins naturellement en fonction de la qualité de la structuration qui est là à l'origine. Et si on différencie bien le fond de la forme, il n'y a pas de travail particulier à faire. On est déjà dans une logique prête pour de l'HTML5. C'est juste un changement de doctype finalement. Moi j'ai justement peut-être une question par rapport à ça. Il y a aussi la notion de, par exemple, les balises, les méta Facebook. Voilà, maintenant, n'importe quel site, la première chose que fait le client, c'est qu'il prend son site, il va le mettre dans Facebook, puis il vous rappelle, il fait « Ah, il n'y a pas les bonnes balises, j'ai pas ça, je ne le vois pas comme les autres », et ainsi de suite. Voilà, typiquement, voilà, ça c'est une évolution. Ce n'est pas HTML5, mais c'est des évolutions qui sont en dehors, et c'est de la bonne pratique. J'imagine qu'il doit y avoir des plugins WordPress qui font ça très bien. Je ne suis pas allé voir récemment, mais j'imagine qu'il y a ça. Voilà, typiquement, ça c'est l'outil qui va vous aider à le faire bien, et comme ça, vous n'avez pas à le faire. Ça, c'est la réponse.
technique à une évolution technique. Mais c'est que technique. Est-ce que quelqu'un... J'ai vu ça sur de très nombreux WordPress pour en avoir construit, mais je pense que c'est surtout les sites, les barres de partage des réseaux sociaux ralentissent le site. Donc c'est complètement à l'opposé de PageSpeed il a fallu couper dans des barres de partage. Le Facebook étant l'un des plus lents, et le plus 1 n'est pas très très bon du point de vue rapidité. Alors peut-être que je l'ai mal implanté, mais vous avez peut-être des recettes pour implanter des barres de partage qui vont vite. Effectivement, en fait, il y a deux façons d'implémenter les Facebook, les Twitter et tous ces API des réseaux sociaux. La méthode la plus classique, c'est de faire une iframe, en tout cas d'appeler le code synchrone qu'on utilise, qui est vraiment le plus utilisé. Et ça veut dire que finalement, quand la page se construit, effectivement, en même temps que la page, on vient faire appel à Facebook. Si Facebook met du temps à répondre, la page met du temps à répondre. Il existe chez Facebook, chez Twitter, et là c'est de la bonne pratique, des codes asynchrones. Ça veut dire qu'ils sont complètement déconnectés du temps de chargement de la page. Donc ça, c'est vraiment des bonnes pratiques à établir. Je prends l'exemple de WordPress et de Facebook. Facebook a sorti hier, ou il y a quelques jours, un plugin officiel pour WordPress qui reprend et qui met en place toutes les bonnes pratiques, donc ce qu'on a dit, les métadonnées et effectivement les boutons de partage, et il le fait de façon asynchrone, parce que clairement Facebook c'est très lent, Twitter même combat, et tous les réseaux sociaux généralement c'est à peu près similaire, et 90% du temps ces réseaux sociaux proposent des méthodes dites asynchrones qui permettent de préserver le temps de chargement de la page. Google Analytics a eu le même défaut pendant très longtemps. Son marqueur était ralentissait la page. Et ils ont corrigé ce problème-là avant de sortir leur bonne pratique sur le temps de chargement aussi. Et votre régie pub aussi. Et la régie pub aussi. Oui, pareil, voilà, exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, Google Plus lui-même n'est vraiment pas un exemple de chargement. Bonjour. Une question WordPress par rapport à l'internationalisation et ce que peut poser en fait en termes de problèmes. C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de faire. La duplication du site, l'utilisation de plusieurs plugins qui utilisent des techniques différentes. Après, la question, est-ce qu'il y a vraiment une bonne pratique en termes d'internationalisation et de référencement. Voilà. Pour le coup, on est assez loin du référencement pur. Et, effectivement, dans WordPress, il existe différentes façons d'internationaliser. C'est vraiment un sujet vraiment peut-être annexe à cette conférence. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'usines à sites où finalement l'objectif, c'est de créer des sites à la volée pour chaque pays et de créer des liens entre chaque langue pour créer la version allemande, faire un lien avec la version française par exemple. Et finalement, il y a très peu de subtilité par rapport au référencement parce que WordPress va préciser la langue du site qui est affiché. On a quand même quelques contraintes qui est que Google attache une petite importance aux adresses IP et à la location en fait, du serveur dans le monde. Ça veut dire que si un serveur est déclaré sur une IP française, le site va mieux remonter sur Google France, et intrinsèquement, si vous voulez faire référencer un site aux États-Unis en étant sur une IP française, ça va être plus difficile. Donc là, il va falloir jouer un peu avec des subtilités sur les serveurs, mais il n'y a pas de contraintes réelles par rapport à ça. En tout cas, sur la méthodologie usine à site. Et partez toujours du principe qu'un contenu localisé sera beaucoup plus efficace que toutes les astuces qu'on peut mettre en œuvre. Faire un contenu par pays, dans un site fait pour le pays, hébergé dans le pays, sera toujours beaucoup plus efficace que de mettre en œuvre toutes les astuces qu'on pourrait imaginer. Et si vous avez une animation, contenu, news ou autre, différente dans les deux langues, là, Google va comprendre que c'est deux sites pays et non pas juste une traduction. Et lui, il fait le comparaison entre ça.
Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, on va s'arrêter là. Merci aux intervenants d'être venus pour cette table ronde. Et donc la keynote de fin dans quelques minutes.